Là, Comment ça se fait? on voit. On est en Voilà. avance, non? Est-ce que ça marche? On me voit en plein écran? Ouais. Attends. Alors, s'il y a des participants là qui viennent de se connecter au webinaire, le webinaire n'a pas encore commencé. Il commencera bien à 14h30. On fait encore les mises au point logistiques. On n'enregistre pas encore, Olivier. Et ben, j'ai l'impression qu'il s'est lancé tout seul. J'ai pas compris pourquoi. Quelqu'un a dû appuyer sur un bouton. Pas très grave. Vous ferez un best-of pour le nouvel an prochain avec Voilà. les perles rares de la préparation. C'est ça. Donc, si vous avez un numéro spécial, c'est le moment pour amuser la guérie. Par contre, après, du coup, Gabriel, est-ce que parce que en fait, moi, j'étais en train de régler, le PowerPoint sur mes parties à moi pour voir si, quand tu arrêtes, tu peux reprendre la main sur la partie. Oui, puis on veut y aller quand même tranquillement. Oui, vous avez raison, il faut. Ok, mais bonjour à tous. On est ravis avec Sophie Benz du CHU de Montpellier de vous accueillir pour ce webinaire sur la méthodologie SCED avec des exemples proposés par des rééducateurs. Emmanuel Madieu et Gabriel Cohen-Aknin qui vont se présenter juste en suivant. Juste vous rappeler que vous avez l'onglet chat pour pouvoir poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas et on fera, je pense, plusieurs temps de pause, de pause questions pour pouvoir répondre, peut-être après la partie la partie méthodo et après la présentation des projets. Puis voilà, je pense que Sophie, peut-être si tu veux. Aussi, je pense préparer si vous avez vos téléphones portables à côté de vous, parce qu'il va y avoir ça va être un peu interactif, donc pour pouvoir flasher un QR code et arriver sur le WooClap. Donc si vous avez ça auprès de vous, allez chercher ça dans vos sacs. Et puis on va laisser, je crois que c'est Gabriel ou Emmanuel qui commence, je ne sais plus. Je vais commencer à me présenter. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Madieu Emmanuel, je suis psychomotricien, actuellement au CHU de Montpellier. Je travaille dans une unité spécialisée troubles du neurodéveloppement et de l'apprentissage. Et c'est dans ce cadre que j'utilise dans mon doctorat avec l'Université Trois-Rivières au Québec la méthodologie SCED. Donc, j'illustrerai avec la recherche où le CHU de Montpellier, du coup, me soutient. Et du coup, je laisse la parole à mon acolyte qui utilise également le même type de devis. Merci Emmanuel. Moi, je suis Gabriel Cohen-Aknin, je suis kinésithérapeute au CHU de Nîmes. Moi, je suis au service de MPR de Nîmes. Et en troisième année de doctorat, c'est un doctorat STAPS en neurosciences de la douleur. Donc moi, je suis plus neurosciences de la douleur. Et j'utilise aussi le SCED dans une des études de mon doctorat. Je la présenterai pas forcément, enfin, je vais pas vraiment la présenter parce qu'elle n'est pas du tout terminée. Voilà. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va switcher un petit peu l'un l'autre entre moi et Emmanuel. Comme ça, ce sera un peu dynamique. Et du coup, je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ou est-ce que Emmanuel, tu peux confirmer? Yes. Ouais, c'est bien. OK. Je vais juste le mettre en plein écran et c'est parfait. On est bon? Alors moi, je vois pas l'écran, mais peut-être que je suis la seule. Attendez. Je regarde dans le chat si tout le monde est OK, éventuellement. Pour l'instant, on ne voit pas l'écran. Hein. On voit pas mon écran? Pas du tout. Je pense qu'il faut. Moi, je le vois. Ah, Non, bon. moi aussi, je le vois. Et... Ah, c'est nickel alors. Ça doit être mon avis, je ne sais pas. Ah non, mais moi non plus, Sophie. Je vais couper, je vais refaire, comme ça peut-être que c'est… Recommençons. Yes, là c'est bon. C'est ça. C'est bon? Plein écran? Ouais, parfait. Merci. Moi, je vois plein écran. Ah, yes. De toute façon, après, je vais re-switcher un tout petit peu parce que du coup, la première, l'idée, c'était de commencer à faire un petit sondage. Donc là, j'invite tout le monde à prendre son téléphone et à scanner le petit QR code. Donc, soit scanner le QR code avec un téléphone, soit vous pouvez aller sur le site wooclap.com et vous tapez le code, le fameux code qui est en bas. Voilà. Et quand tout le monde est à peu près, je vais laisser encore quelques secondes. Voilà, c'était juste c'était histoire de se mettre un petit peu en jambe. Il y a 3 questions, donc ça devrait aller.
Hop. Et du coup, je vais switcher. Yes. Parfait. Bah, c'est bien, on voit les réponses de tout le monde, c'est chouette. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui commencent à apparaître. Ah, il y a la version française et la version anglaise, SCR et RCT, méta-analyse, revue, études randomisées, on a quand même pas mal de méta. Ah, la méta commence à grossir, attention. On a l'impression d'être aux Jeux Olympiques, ça c'est la méta-analyse qui est devant. C'est la méta-analyse qui gagne. Alors peut-être que dans le titre, effectivement, c'était recherche clinique, effectivement, quantitative. Donc ouais, méta-analyse qui est quand même sur le devant de la scène. On est pas mal. Bon, tout le monde est à peu près OK sur la méta. Chouette. On a les ECR et les RCT qui sont revenus au second plan. OK. Bon, ben super. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait autant de participants. 52. Oui, ça va. 57. 57, pardon. 50. OK. Bon, je vous propose, on va passer à la deuxième question. Hop. Donc, quel est le nombre de sujets nécessaires pour prouver l'efficacité d'une intervention? Voilà. Donc, il y a 3, 5, 20, 50 ou 100 personnes. Qu'en pense le public? Ah. On a l'impression de voir une course avec des personnes qui passent devant. Donc là, on a plus du 20. Ah, quelques personnes qui ont mis du 3, d'autres du 5. Pas facile comme question, ceci étant dit. Super. Allez, le 20, le 50, le 3 qui passe en tête. On dirait vraiment une course. Je pourrais faire commentateur. C'est pas si dynamique. Tout à fait. C'est beau. Le 50 est devant. Le 50, le 3, peut-être encore quelques votes. On est à 27 votes. On est au pif. Bon, on va dire 53. Ah, c'est à égalité quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Ça stabilise entre les deux. Ça stabilise. Allez, dernière petite question. Ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez les réponses au fur et à mesure. Puis on posera les questions à la fin. On verra s'il y a du changement dans les réponses. Et donc, qu'est-ce que vous verriez tous comme inconvénient? Donc, on a vu tout à l'heure des études contrôlées randomisées qui ont été citées. Qu'est-ce que vous verriez comme inconvénient pour les études contrôlées randomisées? Attrition, ouais, chronophage, nombre de patients, argent, ah, le nerf de la guerre. Perdu de vue aussi, ouais. Absence de personnalisation. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Intéressante, hétérogénéité. Recrutement. Le MSN qui revient. Waouh, ça se défoule, ça se défoule. Nombre de patients quand même. Long, coûteux. Ouais. Money. Standardisation. OK. Bon, ben chouette. Il y a quand même pas mal de choses. Donc en fait, c'est bien hein, que je pense que vous avez tout dit sur les ECR. Alors, back to. On va revenir. Ça va, vous revoyez en grand écran? Parfait. On est tout bon? Yes. Donc, super. Donc, effectivement, je vais revenir un petit peu sur ce que tout le monde a dit sur des inconvénients des RCT qui sont au niveau clinique. Alors, vous avez dit les méta-analyses, mais là, on est plus sur des synthèses. Mais au niveau vraiment études cliniques même, effectivement, c'est les études contrôlées randomisées ou les randomized control trial in English. Donc, il y a pas mal d'inconvénients, effectivement, que vous avez cités tous et toutes dans ce type d'études. La première, effectivement, comme on l'a dit, c'est l'homogénéité des groupes. C'est assez compliqué dans des études avec plusieurs participants d'avoir des groupes qui sont assez homogènes, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau du sexe, au niveau de la pathologie, au niveau du moment de la pathologie. Donc, ça peut poser problème pour faire des conclusions avec des populations qui sont parfois très hétérogènes, malgré le fait qu'on ait des critères de sélection au départ. Comme vous l'avez dit aussi, ce fameux nombre de sujets nécessaires qui peut poser problème, qui doit être calculé en amont sur base d'autres études qui ont déjà été publiées. Et parfois, ce n'est pas toujours simple de trouver ce NSN, d'autant que le but, c'est de faire une étude qui n'a pas forcément déjà été faite en essayant de trouver des nouvelles choses. Donc, ce n'est pas toujours facile de le calculer.
Troisième problématique, c'est aussi la variabilité intra-individuelle. Effectivement, un sujet, alors dans le domaine de la rééducation, c'est souvent assez flagrant, on a cette problématique de, par exemple, à quel moment on fait la mesure. Est-ce qu'on la fait le matin, l'après-midi, le soir? Est-ce que le sujet, il est vu le lundi matin, après un week-end? Est-ce qu'il est vu le vendredi soir, après une semaine de boulot? Donc ça peut poser beaucoup de problématiques de variabilité. En tout cas, moi, dans mon domaine de la douleur, on sait à quel point c'est très multifactoriel. La variabilité inter-individuelle, du coup, vous avez un groupe qui va vous donner une moyenne, une tendance centrale et les écarts types. Et en fait, votre patient, il est noyé dans ce groupe avec cet effet de moyenne. C'est pour ça qu'on essaie de prendre des groupes avec beaucoup de participants. Mais ça peut aussi poser souci. Autre problématique, les critères d'inclusion-non-inclusion, que vous avez cités aussi, qui sont parfois pas très représentatifs de ce qu'on retrouve en clinique courante. Et c'est parfois difficile d'exporter les conclusions de la littérature scientifique à de la clinique courante que nous on rencontre dans nos services. Et dernier point aussi que vous avez cité, c'est les interventions qui ne sont pas individualisées. En général, il y a un protocole et tout le monde fait le même protocole. Et il n'y a pas forcément d'individualisation ou de personnalisation des traitements. Et donc, voilà pourquoi on a aussi ce système de SCED, de Single Case Experimental Design, qui va essayer de gommer une bonne partie de ces problématiques qui sont liées à ce type d'études qui sont les RCT. Du coup, autre élément aussi auquel on a de plus en plus de littérature aussi, c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer l'amélioration clinique d'un patient. Alors là, je ne vais pas refaire de sondage, mais je vais vous faire une petite liste de tout ce qui pourrait améliorer un patient. Bon, la première chose, encore heureux, c'est l'effet de la thérapie ou de la thérapeutique, tant mieux. Mais il y a plein de choses qui auraient pu améliorer les patients. Vous avez fait l'effet nouveauté, effectivement, lorsque vous proposez un nouveau traitement à un patient, on sait que ça fait partie des effets contextuels. Le fait de proposer quelque chose de nouveau, on va avoir une petite amélioration clinique qui va pouvoir biaiser les résultats. Le deuxième, bon ça tout le monde connaît, c'est l'effet du thérapeute, c'est les effets de l'alliance thérapeutique, son charisme, sa ponctualité, s'il sourit, s'il a l'écoute, s'il prend le temps de vous écouter. Le temps que le patient ou les patients vont passer avec le thérapeute, on sait aussi que plus vous passez de temps avec un patient, on va dire même plutôt l'inverse, moins vous passez de temps avec un patient, moins les améliorations sont flagrantes. L'effet de motivation, donc ça c'est aussi le côté intra-individuel. On sait qu'en fonction des pathologies, on a des personnes qui sont plus motivées que les autres et on sait qu'aussi chaque patient va passer par différentes phases de ces niveaux motivationnels, donc des différentes théories de la motivation. Et donc ça peut poser aussi des problèmes ou alors montrer des améliorations significatives qui ne sont pas forcément dues à l'effet de la thérapeutique. L'effet d'attente, forcément, on a vendu entre guillemets un traitement, les patients attendent, donc il y a des effets des effets de la récompense où on sait qu'on va avoir quelque chose, donc forcément, les patients vont s'améliorer. L'effet contextuel, on sait que tout le contexte va jouer, si le cadre est agréable, si les personnes sont, on a dit, à l'heure, etc. Donc tout le contexte du soin va aussi modifier l'amélioration clinique. L'effet test-retest, alors ça c'est un exemple que je donne souvent aux étudiants. Donc dans mon domaine, en kiné, vous testez un patient, vous regardez ça marche et vous dites allez-y, marchez, je vous regarde. Et bon, on se doute bien que le patient ou la patiente ne va absolument pas du tout marcher comme la personne fait dans sa vie de tous les jours, parce qu'elle sait qu'elle est regardée. Donc le fait de faire de nouveau, de retester une thérapeutique, les patients se disent j'ai fait une thérapeutique, il faut forcément que j'aille mieux. Donc quelque part, il peut y aussi avoir un biais dans ce test-retest. La récupération spontanée, alors ce n'est pas le cas dans toutes les pathologies, mais moi dans les troubles musculo-squelettiques, par exemple une entorse bête de cheville, même si vous ne faites pas de kiné ou pas de rééducation, de toute façon, ça va s'améliorer avec le temps. Donc, on a aussi un effet de l'évolution naturelle de certaines maladies qui font que ça va s'améliorer avec ou sans thérapeutique. Et le dernier, c'est l'effet Hawthorne, c'est le fait de savoir que vous faites partie d'une étude clinique. Donc, Hawthorne, c'était une ville aux États-Unis dans laquelle ils ont mis en lumière cet effet contextuel. Et donc, en gros, si on voulait résumer, dans l'amélioration des critères cliniques, on a les effets qu'on appelle non spécifiques. Donc, on a dit l'histoire de la maladie, les différentes fluctuations. On a l'effet contextuel, donc dû au thérapeute, dû au contexte. Et finalement, on a l'effet du traitement. Et donc, il faut toujours garder en tête que lorsque vous faites une thérapeutique, vous avez tous ces effets-là qui se cumulent et qui sont présents. Et donc, quelque part, l'effet que nous, on veut mesurer et qu'on veut montrer, c'est le petit tiers
de ces trois grandes parties. Un petit exemple tout bête aussi, donc ça je prends l'exemple de rééducation. Donc on voit un patient entre septembre et octobre, on l'évalue à J0, on l'évalue à J50, ce qui se fait classiquement en kiné, hein, vous faites un bilan d'entrée, un bilan de sortie. Et du coup, vous vous rendez compte, finalement, entre J0 et J50, il n'y a pas eu d'amélioration, voire la personne s'est dégradée. Sauf qu'en fait, on ne prend pas en considération qu'il y a une variabilité des mesures qui a été faite entre le début et la fin. Donc, vous allez voir, c'est cet effet de variation qu'on ne prend pas en considération puisqu'on fait une évaluation au début, une évaluation à la fin, et on ne prend pas en considération ce qui se passe entre les deux. Et on sait que la nature ne trace pas des routes droites. Donc, vous allez forcément avoir des variations entre amélioration et dégradation en fonction des critères que vous prenez. L'exemple typique, c'est la douleur. Hein. On sait très bien que c'est extrêmement variable. Donc ça peut poser problème à quel moment vous faites vos mesures. Voilà. Qu'est-ce qui a amélioré le patient? Est-ce que c'est l'évolution naturelle? Est-ce que c'est parce que vous avez pris la mesure? À quel moment de la journée vous l'avez pris? À quel moment de la semaine? À quel moment du traitement? Est-ce que c'est dans la fenêtre thérapeutique? Tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et donc, c'est pour ça que dans les RCT, en général, on essaie d'avoir énormément de patients pour essayer de gommer un petit peu cette hétérogénéité pour avoir un espèce d'effet de groupe. Et donc, du coup, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver dans le principe du SCED. Et donc, en fait, le principe du SCED, donc le Single Case Experimental Design, en français, c'est une étude expérimentale en cas unique. En fait, on va essayer de gommer un petit peu ces problématiques que l'on retrouve dans les RCT. Et donc, le SCED, par rapport à d'autres types de méthodologies, enfin, par rapport à une étude de cas classique, elle suit une méthodologie qui est très, très précise. Donc, il y a plusieurs principes pour le SCED. Alors, je vais vous les citer comme ça, puis après, vous verrez au fur et à mesure, je les répéterai au fur et à mesure de la méthodologie. Donc, ça, c'est tous les principes. Donc, le premier principe, c'est toujours des études prospectives. Il n'y a pas de SCED en rétrospectif. Donc, le fait qu'elle soit prospective, ça veut dire que vous allez avoir une méthodologie que vous allez devoir faire a priori, que vous allez prédéfinir. Les mesures que vous allez faire, elles vont être répétées. Donc, en fait, c'est-à-dire que ce que j'ai montré tout à l'heure avec cette variation entre J0 et J50, l'avantage du SCED, c'est que vous n'allez pas le retrouver puisqu'en fait, toutes les mesures que vous aviez eues entre deux, vous allez les avoir. Donc, vous allez faire plusieurs mesures. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle des introductions séquentielles. C'est-à-dire que vous allez avoir une alternance entre soit rien et votre traitement, soit entre un traitement A et un traitement B. Donc, vous allez avoir plusieurs phases. Ça, c'est le principe du SCED, c'est qu'il y a plusieurs phases. Avantage aussi, c'est que le patient, il est son propre contrôle. Donc, ça va éviter cet effet de groupe. Vous allez vraiment vous intéresser au patient et il va être son propre contrôle. Autre intérêt aussi, c'est que du coup, vous allez travailler sur des petits échantillons. Alors forcément, c'est la grosse critique que l'on fait souvent sur les SCED, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients. Il n'y a pas beaucoup de patients, mais du fait que vous avez une méthodologie qui est très précise, et du coup, ça va vous donner de la puissance. La puissance, elle va se faire surtout par le nombre de mesures et pas forcément par le nombre de patients. Avantage aussi des petits groupes ou des petits échantillons, c'est que vous pouvez le faire aussi sur des pathologies qui sont rares. Moi, je travaille sur le syndrome douloureux régional complexe, qu'on appelle aussi algodystrophie. C'est une pathologie où vous en avez entre 5 et 20 pour 100 000 habitants, donc c'est rare. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce design au CHU de Nîmes, parce que du coup, on avait cette pathologie qui était assez rare. Donc, on a dit les mesures répétées, donc ça veut dire que le critère de jugement va être répété plusieurs fois. Avant-dernier principe, vous allez avoir 2 évaluateurs indépendants, donc ce n'est pas ceux qui font le traitement. Donc là, c'est comme un design de RCT, il y a un évaluateur indépendant. Cette fois-ci, il y en a 2. 2 évaluateurs indépendants qui vont évaluer chacun au minimum 20 à 30% des mesures. Et du coup, dernier principe et qui est assez pratique, c'est qu'on a une forme de possibilité d'inventer un critère de jugement. Donc, on n'est pas toujours obligé de prendre ce qui a été fait dans la littérature. On peut inventer un critère de jugement, donc ça c'est quand même pratique. Alors, il y a quand même quelques conditions pour pouvoir l'inventer et qu'il puisse fonctionner, et j'y reviendrai dessus juste après. Donc voilà, donc retenez bien, il y a ces principes-là et cette méthodologie-là qui est robuste justement parce qu'on a voulu gommer ces problématiques qui, enfin, c'est pas moi, hein, c'est ceux qui ont inventé le design, gommer ces problématiques des RCT. Je vais juste rajouter un tout petit. Ouais, un tout petit quelque chose, Hervé, si tu veux bien. C'est pour les avantages du SCED, en fait, c'est également des pathologies rares ou des populations hétérogènes, ce qui est mon cas, moi, dans les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire que les enfants adolescents dans lesquels je m'occupe ont la même pathologie, mais ils ont des tableaux cliniques très différents. Et du coup, ça serait compliqué de pouvoir les mettre en essai contrôlé randomisé. Or, c'est possible parce que c'est leur propre contrôle. Voilà.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ceci dit, moi, j'ai le même problème aussi. Alors, c'est plus parce que moi, j'étudie la douleur chronique en particulier, et on sait à quel point c'est multifactoriel. Donc, c'est vrai que ce type de design-là, sur cette hétérogénéité-là, c'est très intéressant. Je valide. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut bien différencier donc, le single case experimental design, donc l'étude expérimentale en cas unique, c'est tout à fait différent de ce qu'on appelle des case reports, des études de cas ou des séries d'études de cas. Donc, je vous donne un petit exemple avec juste une étude. Donc là, c'est une étude qui s'est intéressée à une échelle de perception. Donc, on a fait faire à des patients du cycloergomètre et on a regardé un petit peu donc comment s'améliorer. Donc, je pense que je peux mettre. Hop, super. Est-ce qu'on voit mon petit pointeur? Mince, pardon, je me suis trompé. Tac. Ah, ça marche plus. Je pensais qu'on verrait mon petit pointeur. On voit un Là, pointeur? on le voit, mais on voit ta souris de toute façon, sinon, au pire des cas. Hein. Ouais, c'est l'un ou l'autre. C'est chiant. Là, on le voit, t'inquiète. Ok, nickel, c'est bon, ça marche. Donc, du coup, comme on a dit, vous allez vous retrouver, vous voyez, ces trois phases, A, B, A. Donc, ça, c'est la phase qu'on appelle la baseline. Ça, c'est la phase B qui est le traitement que vous voulez tester. Et de nouveau, ensuite, vous enlevez le traitement et vous regardez ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment un design de skate. Donc, vous allez retrouver ça tout le temps, en permanence, cette alternance, comme on a dit tout à l'heure, entre rien ou un traitement, on va dire, conventionnel, le traitement que vous voulez tester et la phase où vous enlevez le traitement, vous voyez comment ça évolue. Alors que du côté droit, si c'était une étude de cas, ben on ferait une étude au début, une mesure au début, une mesure à la fin, et puis on ne saurait pas ce qui se passe entre les deux. Et vous voyez, comme on a dit tout à l'heure, on répète, il y a plusieurs mesures, tous les petits points que vous voyez, c'est des mesures, et on voit un petit peu ce qui se passe, il y a de la variabilité au sein de chaque phase. Et là, on voit par exemple, pour l'instant c'est purement visuel, on voit ici effectivement qu'on a une amélioration et de la performance et de la satisfaction, alors qu'ici, ça gommerait un petit peu ce qui se passe entre les deux. Entre le début et la fin, on ne saurait pas que c'est la phase B qui a permis aux patients de s'améliorer. Alors on va se dire, bah oui, mais comme il y a peu de patients, le niveau de preuve est assez faible. Alors, ça reste quand même un niveau de preuve qui est quand même différent que les RCT. Ceci étant dit, il y a un design particulier qu'on appelle les N-of-1 trial, qui ont le même niveau, donc niveau 1 sur l'échelle d'Oxford, que les revues systématiques. Donc ça, c'est un des designs. Ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr. On n'a pas la chance d'avoir des designs qui sont tous à un niveau aussi élevé que la revue systématique. Mais gardez en tête qu'on a de plus en plus d'études qui montrent que ces designs sont robustes et on peut même éventuellement les exporter à une population générale. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. On a même la HAS, du coup, qui, dans ses guides de recommandation, donc là, c'est pour les méthodologies des dispositifs médicaux, qui a publié à l'intérieur et qui parle effectivement de SCAD. Donc, ils disent, effectivement, les RCT, ça reste la norme, d'accord. Mais si la population est faible ou si elle est rare, ou si, comme a dit Emmanuel tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'hétérogénéité, le SCAD peut avoir un intérêt. Donc, il y a trois grandes familles de design. Donc, vous avez des designs qu'on appelle en introduction-retrait, dans lequel vous avez deux sous-designs, les ABAB simples et les N-of-1 trial, c'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième grande famille, vous avez les SCAD qu'on appelle en traitement alternant. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous détailler après. Donc, retenez juste que ces deux grandes familles, elles ont besoin… Enfin, elles ont besoin… oh, c'est chiant. Je ne peux pas cliquer. Voilà. Pour ces deux familles, en fait, il y a ce qu'on appelle des washout courts. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place votre traitement, lorsque vous l'arrêtez, il y a un retour, entre guillemets, à la case départ qui est rapide. Les effets de la thérapeutique sont immédiats, c'est-à-dire que quand vous mettez en place le traitement, vous avez des effets immédiats. Et donc, ce sont en gros, vous avez ce système d'effets on-off. Un exemple tout bête, c'est les médicaments. Vous donnez le traitement médicamenteux, assez rapidement, vous avez des effets. Vous enlevez le traitement médicamenteux, mais assez rapidement, vous avez une dégradation ou un retour à l'état initial. La problématique, en tout cas pour nous rééducateurs, nous, on ne peut pas utiliser ces deux designs-là à cause de ces problématiques thérapeutiques. Donc, il y a une troisième famille qu'on appelle les SCAD en ligne de base multiple, dans lesquelles vous avez trois sous-catégories. Et celui-là, c'est plutôt celui que nous, on utilise avec Emmanuel dans les SCAD, puisqu'ils sont plutôt adaptés en rééducation. Alors, je vais vous détailler un petit peu à quoi ressemblent ces designs. Donc, le premier, c'est la grande famille des SCAD en introduction-retrait. Donc, les ABAB simples,
on a dit wash-out court, donc l'intervention a une demi-vie assez rapide. L'intervention, elle ne va pas traiter la maladie, mais uniquement les symptômes. Et vous n'avez pas de fluctuation dans la maladie. Il faut une maladie relativement stable. Ça, c'est assez utile, on a dit, pour les médicaments, mais aussi pour tout ce qui est aide technique et orthèse. Lorsque vous mettez des orthèses, vous avez une intervention à demi-vie qui est assez courte et vous avez un effet on-off. Et ça marche aussi pour les aménagements de l'environnement. Je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est un exemple sur une étude qui a été publiée en 2018. Donc le but ici, c'était de tester l'efficacité d'une orthèse rigide pour des personnes qui avaient de l'arthrose de cheville. Donc vous voyez, il y a très peu de patients, et seulement 3 patients qui souffrent d'arthrose de cheville, mais qui sont capables de marcher 2 minutes, sans aide technique. Et on a 20 mesures par patient. Donc vous voyez, de nouveau, tout de suite, on voit que le nombre de mesures est supérieur au nombre de patients. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est, en tout cas, c'est là-dessus que les skates sont robustes, c'est sur le nombre de mesures, mais pas sur le nombre de patients. Et on a voulu tester, dans l'étude, ils ont voulu tester donc l'efficacité de cette orthèse sur la douleur et sur la distance de marche. Et donc, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, les AB-AB. Donc, on a une alternance de phases. La phase A, où les patients ne portent pas l'orthèse. La phase B, où ils portent l'orthèse. La phase A, où on enlève de nouveau l'orthèse. Et la phase B, où on la remet. On voit qu'au niveau de la douleur, effectivement, lorsque vous mettez l'attelle, vous avez une douleur qui reste à 0. Lorsque vous l'enlevez, elle remonte. On avait même sur la phase A une petite tendance au fur et à mesure à ce que la douleur avait tendance à augmenter. Sur la distance de marche, même chose, on voit une amélioration de la distance de marche dans les 2 phases B et une distance de marche qui se maintient dans les 2 phases A. Deuxième exemple, donc là le but c'était de tester, donc là c'est encore des aides matérielles. Donc là le but c'était de tester l'efficacité d'une cale sur des douleurs de croissance du membre inférieur, donc c'était sur des enfants. Donc c'était une espèce de petite cale qu'on voit ici en haut. Donc c'était 8 enfants diagnostiqués avec des douleurs référées comme douleurs de croissance. Alors malheureusement dans le papier, j'ai pas trouvé le nombre d'évaluations qui a été faite, mais voilà, on va dire qu'on imagine qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites dans cette étude et était mesurée la douleur avec l'échelle des visages, parce que comme c'était des enfants. Donc, alors là, on voit pas, normalement, il y a plusieurs petits carrés. Là, c'est parce qu'il présentait les petits rectangles, c'est la moyenne de toutes les mesures qu'il y avait dans la phase A. Mais c'est juste pour garder en tête, donc on a de nouveau cette alternance AB-AB. Et là, on voit effectivement, lorsque vous mettez en place dans la phase B la fameuse petite cale, on voit que tout de suite, au niveau de la fréquence et au niveau de l'intensité, on a une réduction significative des douleurs. Et lorsque vous enlevez la cale, de nouveau, ça se dégrade. Et quand vous la remettez, de nouveau, ça s'améliore. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ces fameux effets on-off. Deuxième sous-famille dans les skates en introduction au trait, les end-of-on trial. Donc ça, on a dit dans l'échelle d'Oxford, c'est le plus haut niveau de preuve qu'il y a dans la littérature pour ce type de design. Donc, meilleur niveau de preuve. On est sur un même système, les fameux AB-AB alternants. Donc, vous pouvez faire un AB-AB avec une phase A avec un placebo. Vous pouvez faire un crossover, c'est-à-dire une thérapeutique A et une thérapeutique B que vous alternez. Vous pouvez même faire une thérapeutique A, une thérapeutique B, une thérapeutique C. Vous pouvez même enchaîner AB, AB, AB. Vous pouvez faire plusieurs AB. Autre principe des end-of-on trial, c'est du double aveugle. Donc évidemment, en rééducation, c'est un peu compliqué de faire du double aveugle, mais au niveau médicamenteux et au niveau, par exemple, vous mettez 2 types d'orthèses, les patients ne savent pas quelle orthèse est testée, ça peut être envisagé. Les transitions, les phases AB, l'ordre de transition des phases, il va être randomisé. De nouveau, il faut des pathologies avec de la variabilité qui est quand même assez faible. Donc par exemple, des AVC chroniques. Donc on a une variabilité qui est quand même un peu plus faible que de l'AVC aigu, par exemple. On traite de nouveau les symptômes et pas la maladie. Les fameux washout, de nouveau, ils sont courts, c'est le même principe. Les interventions, vous arrêtez l'intervention, de nouveau, les patients se dégradent. Vous n'avez pas d'effet cumulatif, c'est-à-dire vous mettez en place le traitement médicamenteux, le fait de changer de A et B, vous n'allez pas cumuler l'effet AB. Donc ça peut poser problème pour certains traitements médicamenteux, par exemple. Et vous pouvez le faire le end-of-on trial sur un seul patient ou sur plusieurs patients. Donc voilà, de nouveau, c'est indiqué pour tout ce qui est traitement médicamenteux, traitements comportementaux, les aides techniques, les orthèses et les aménagements de l'environnement.
Donc, par exemple, là, c'était une étude 2007 qui avait été faite. Donc, c'était des enfants qui présentaient un trouble du spectre autistique et à qui on donnait un traitement par dextrométhorphan avec qui on comparait sur un placebo. Donc, c'était 8 enfants qui avaient un TSA. Et vous voyez, de nouveau, on retrouve ce nombre d'évaluations à 90 évaluations pour chacun des patients. Hein, c'est 90 fois 8, en fait. Et était évalué, en fait, une échelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est une échelle comportementale. Donc, de nouveau, hein, ils n'ont pas mis les 90 mesures, mais en fait, le petit rond ici, c'est le nombre de mesures qu'il y a eu en phase A. Et donc, on voit qu'effectivement, le niveau comportemental, donc là, c'était 2 sujets de l'étude, on voit qu'effectivement, au niveau comportemental, ben, dans les phases B, on a une amélioration comportementale chez les 2 patients versus le placebo. Voilà. Donc là, c'était les traitements en introduction au retrait, la grande famille. Deuxième grande famille, la famille des SCED en traitement alternant. Donc, c'est toujours un peu le même principe. Hein. Les fameux ABAB. Donc, ça, de toute façon, vous allez le retrouver dans tous les designs. De nouveau, c'est washout court. Les interventions qui ne traitent pas la maladie, mais les symptômes. Et des pathologies qui sont relativement stables. Et le principe, en fait, du traitement alternant, c'est que vous allez changer de traitement au cours de la phase B. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, ça va être simple à comprendre. Ça, c'est une étude de 90. Donc, l'idée, c'était de savoir en fait quelle est l'attelle qui permet d'améliorer la marche des patients qui ont fait un AVC chronique. Donc, il y avait 3 attelles à tester, 2 attelles, une marche pieds nus, une marche avec une attelle de commerce et une marche avec une attelle thermoformée. 43 évaluations ont été faites sur ce patient qui a fait un AVC chronique. Et il y avait des évaluations qui étaient faites avec un électrodinogramme. Donc, en gros, il mesurait la vitesse, la longueur du pas, la cadence. Enfin, il y avait plusieurs critères. Et donc, en fait, voilà ce qui s'est passé. Donc, en violet, ben, vous avez les mesures qui ont été faites où le patient il marche pieds nus. En bleu, c'était l'attelle thermoformée. Et en jaune, c'était l'attelle de commerce. Et ce qui est très intéressant avec ce design, donc vous voyez dans la phase B, le patient il fait tous les traitements en même temps, mais c'est que vous allez randomiser l'ordre dans lequel il va enchaîner les traitements. Donc, par exemple, la première mesure de la phase B, il a commencé par le traitement B, puis le A, puis le C. Puis le lendemain, il fait CBA, puis le lendemain, il fait BCA, etc. etc. Donc ça donne une robustesse à ce design, en sachant que vous avez randomisé l'ordre de passation des différents traitements de la phase B. Voilà. Alors rapidement, comment on fait son choix des fois entre ABAB et traitement alternant? Il y a un petit algorithme décisionnel donc, qui est publié par la Haute Autorité de Santé. Mais en gros, le ABAB, vous allez le choisir si vous n'avez que 2 conditions à réaliser. Le traitement alternant, comme on a vu juste avant, et si vous avez plus de 2 conditions, il est intéressant. Le ABAB est intéressant parce que vous avez aussi un petit temps d'adaptation qui est nécessaire. Il y a toujours ces trucs qui me gênent. Voilà, désolé. Hop. Et le traitement alternant, évidemment, toutes les conditions vont pouvoir être réalisables dans la phase B. Donc, en gros, toutes les conditions, vous pouvez les faire entre guillemets en même temps ou en tout cas dans la même fenêtre temporelle de la phase B. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, au niveau médicamenteux, ça peut être un peu compliqué le même jour de changer de traitement, par exemple. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours adapté à tous les designs. Voilà, donc là, c'était plutôt des designs, on a dit médicaments, orthèses, comportement, aménagement de l'environnement. Maintenant, les lignes de base multiples, donc c'est ce qu'on utilise, Emmanuel et moi-même, dans rééducation, parce que du coup, on va avoir l'effet de la rééducation qui ont des wash-out longs. C'est-à-dire que vous enlevez la rééducation, vous avez quand même un maintien des acquis. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Deuxième chose, alors ça, c'est, on en reparlera avec les études que tu veux nous présenter, mais l'effet de la rééducation est souvent rarement immédiat. Il y a un effet d'apprentissage, de récupération, de plasticité cérébrale. Donc, pour certains traitements qui sont mis en place, il y a un certain temps d'adaptation. Quoique, Emmanuel, tu nous présenteras tes résultats d'études tout à l'heure, qui sont très intéressants et éventuellement, on pourra en reparler. Les changements, ils sont assez lents. On a dit, il n'y a pas forcément de on-off. Hein, vous ne mettez pas tout de suite en place votre attelle et ça s'améliore immédiatement. Et vous pouvez le faire sur des pathologies évolutives. Tout à l'heure, on a dit, ce sont des pathologies qui sont relativement stables. Alors qu'ici, on peut le faire sur des pathologies évolutives. Donc, forcément adapté pour nous, rééducateurs.
il y a 3 sous-modèles qui existent. Donc, vous pouvez faire un sketch en ligne de base multiple à travers les sujets, à travers les contextes et à travers les critères de jugement. Pas de panique, je vous explique, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a quand même quelques principes pour ces sketchs, c'est que vous allez avoir une introduction des patients dans le design qui va se faire de façon séquentielle. C'est-à-dire que la durée de la ligne de base, de la phase A, elle va être modifiée à chaque fois qu'il y a un patient qui rentre, elle va être modifiée pour être sûr en fait que c'est pas parce que c'est pas la temporalité du traitement qui a modifié le patient. Donc c'est pour ça que les patients rentrent avec un décalage temporel pour être sûr que le traitement il n'arrive pas au même moment du protocole et ça donne de nouveau de la force à ce design. Donc je vous donne un exemple, ça c'est une étude qui a été faite sur de l'exposition graduelle. Donc c'est des patients qui ont une lombalgie chronique, qui ont très souvent des douleurs et de la peur lorsqu'ils se penchent en avant par exemple pour ramasser un objet. Et en fait on fait une exposition graduelle, c'est-à-dire que progressivement on montre et on explique au patient comment il va pouvoir faire pour se pencher en avant, faire le mouvement qui un, lui fait peur et deux, lui fait mal. Donc là, il y avait 6 patients qui avaient des lombalgies chroniques. Et de nouveau, on retrouve ce nombre d'évaluations, donc 70 évaluations fois 6 patients. Plusieurs critères étaient évalués, hein, donc la peur de bouger, la douleur, l'incapacité et les différentes croyances. Et alors, ce qui est très intéressant que l'on voit ici, c'est que, bon là, vous avez les 6 patients, et vous voyez cette variabilité là qu'on voit, que je disais au début. Vous voyez, si on trace une ligne globalement, on voit qu'il y a par exemple sur le patient 2, il y a une diminution. Mais si on voit au sein de chaque phase, on voit qu'il y a de la variation en permanence. Et donc, ça a du sens, en fait, ce design-là, parce qu'on sait très bien, en particulier dans le cas de la douleur chronique, que vous avez de la variabilité qui est très importante en fonction des patients. Vous voyez, le patient 3, par exemple, il y a une tendance un petit peu à se dégrader à J15, et puis progressivement, il s'améliore un petit peu. Le patient 1, alors lui, il est complètement, enfin, il n'y a aucune amélioration, même au début de la phase de traitement, et puis d'un coup, ça chute, c'est assez rapide. Le patient 2, c'est beaucoup plus en douceur. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est très intéressant. Vous voyez vraiment une évaluation qui est très centrée sur les sujets. Et vous pourrez remarquer aussi que vous voyez la phase 1 ici et la phase 2, pardon, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la durée des phases est différente par rapport au sujet 2. Même chose par rapport au sujet 3. Donc, c'est ce qu'on disait au niveau de la durée des différentes phases, où les sujets vont rentrer dans le protocole à un moment où la phase B va rentrer dans le protocole à un moment différent. Donc ça, c'était à travers les sujets. Maintenant, vous avez à travers les contextes. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite. Donc c'était des enfants qui avaient des troubles comportementaux suite à des traumatismes crâniens frontaux. Et donc, il y a 30 évaluations qui ont été faites sur chacun des 3 enfants et était évalué le comportement. Et donc, comment on faisait ça? En fait, ils mettaient en place, donc c'est pas du tout mon domaine, mais si j'ai bien compris, donc le but, c'était d'utiliser des interventions de routine, des scripts d'autorégulation que l'enfant mettait en place pour modifier son comportement en cours. Et donc, comment ça a été fait? Donc, c'est le même traitement qui a été mis en place pour les cours d'anglais, pour les cours de maths et pour les cours de sciences. Et comme vous remarquez ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez, le traitement qui est dans la phase B, il intervient à une phase à chaque fois différente en fonction du contexte. Contexte d'anglais, on commence précocement. Contexte de mathématiques, on commence plus tard. Et sciences encore après. De nouveau, on voit cette variabilité. Vous voyez pourquoi c'est vraiment intéressant de faire des mesures répétées. Et on voit effectivement que le comportement s'est amélioré dans la phase où on a mis en place le traitement. Donc ça, c'est à travers les contextes. Et maintenant, vous pouvez le faire aussi à travers les critères de jugement. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite. Donc c'était un programme d'engagement et de participation de patients qui auraient fait des traumatismes crâniens. Donc il y avait 7 patients qui ont fait des traumatismes crâniens, 15 évaluations x 7, donc 15 évaluations par patient, et était utilisée l'échelle qui est la GAS, la Goal Attainment Scale. Donc en fait, si vous ne la connaissez pas, en gros, c'est une échelle qui a 5, qui est une échelle de Likert à 5 niveaux. 0, c'est que vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé. 1, c'est, enfin, du côté de 1 et plus 2, c'est mieux que prévu, voire c'est le meilleur niveau imaginable. Et si c'est -1, -2, c'est pire qu'après. Et donc, en gros, c'est cette même échelle qui a été utilisée. Donc, c'est le patient qui a fixé ses objectifs. Le patient fixé des objectifs pourra s'améliorer au niveau social. Enfin, il s'était fixé des objectifs au niveau social, au niveau style de vie et au niveau loisir.
Et de nouveau, on retrouve, vous voyez, le décalage, donc la mise en place de la phase B qui a été décalée dans le temps par rapport à la phase initiale. Et on voit que la GAS, progressivement, c'est meilleur. Donc, le résultat de la GAS, il est ici sur le côté, hein, vous voyez. Là, 0, là, plus 2, là, etc. Donc, il y a quand même quelques conseils pour les critères de jugement. Donc, les fameux critères de jugement, chacun des points qui est là, hein, c'est le critère de jugement qu'on met en place, qu'on mesure. Donc, il y a des conseils pour mettre en place ce critère de jugement. Le premier conseil, c'est si possible, il faut que la passation du critère de jugement ou de l'évaluation, elle soit courte. Je vous donne un exemple, hein, ça va être très compliqué, je ne sais pas moi, de mettre en place une IRM. Bon, déjà pour le prix, mais si vous faites une IRM tous les jours, ça risque d'être très compliqué et très long à mettre en place. Moi, je fais des études là où on fait des électroencéphalogrammes, pareil, c'est extrêmement long à poser, c'est très sensible au bruit, donc on ne mettra pas ça en place. Donc, plutôt des passations avec des évaluations qui sont simples et courtes. La deuxième, c'est que le nombre de fois où vous allez répéter le critère de jugement, en général, le minimum, c'est 3, mais il est fortement conseillé 5. Donc, au minimum, 5 mesures par phase. Donc, au minimum dans la phase A, au minimum 5. Dans la phase B, au minimum 5. Si possible, une mesure qui va être sensible au changement. Donc, forcément, votre but, c'est de voir des améliorations. Donc, si possible, une mesure qui va être modifiée au cours du temps. Si possible aussi, une mesure où il n'y a pas d'effet d'apprentissage. Ça peut poser problème, par exemple, sur des questionnaires. Vous avez des questionnaires où le patient, à la fin, il connaît par cœur la réponse, sur des questionnaires de connaissances, par exemple. Donc, ça peut poser problème si vous répétez le même questionnaire. Au bout d'un moment, les patients vont connaître les réponses. Donc, voilà, si possible, des critères de jugement, il n'y a pas d'effet d'apprentissage. Pour les critères de jugement, comme j'avais dit au début, il y a en place un protocole très strict. 2 évaluateurs vont faire les mesures. Donc, 2 évaluateurs indépendants, ce n'est pas eux qui font le traitement. Et chacun des évaluateurs, c'est au minimum, il fait 20 à 30% des mesures. Et ces mesures, elles peuvent être faites de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire que la mesure 1, 2, 3, 4, elle peut être faite par l'évaluateur 1. La mesure 5, 7, 8, 12, 40, évaluateur 2. Enfin voilà, ça peut être alterné. Et le dernier point, je vous avais dit qu'on peut inventer son propre critère de jugement. Donc, il y a quand même une petite consigne, c'est quand même, il faut faire une petite préétude de ce critère de jugement et de vérifier que la fidélité interjuge, elle est au moins supérieure à 0,60, qui est correct, hein, 0,60 en fidélité de jugement. Donc, il faut un kappa supérieur à 0,6. C'est la seule contrainte si vous voulez inventer votre propre critère de jugement. Ensuite, la baseline, donc la phase A. Donc, la phase A, ça nécessite une certaine stabilité. Donc, ça peut être problématique si dans la phase A, vous mettez déjà en place un traitement qui peut montrer déjà une efficacité. Par exemple, vous voulez tester, je ne sais pas, un traitement médicamenteux habituel et dans la phase B, vous voulez tester un protocole médicamenteux novateur. Si avant la baseline, ce n'était pas le traitement habituel du patient, du coup, vous pouvez avoir déjà une amélioration. Donc, il faut que cette phase, il y ait une forme de stabilité. On a dit, comme tout à l'heure, dans la baseline, et conseiller 5 mesures. Vous voyez le nombre de points, donc au minimum 5 mesures. Et on va randomiser le nombre de mesures entre un minimum, donc on a dit 5, et un maximum que vous définissez. Donc par exemple, vous pouvez dire, dans la baseline, je veux 12 mesures. Donc je vais randomiser le nombre de mesures entre 5 et 12 dans la phase A. Ça, on en reparlera juste après. Et vous pouvez, si vous voulez, aussi, la phase A, ça peut être absence de traitement, entre guillemets, ça peut être liste d'attente. Et là, je passe la main à Emmanuel. Ouais, du coup, je vais te laisser passer les diapos jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des vidéos, si tu veux bien, Gabriel. Donc là, du coup, je vais vous parler de mon projet de recherche. Donc, mon projet de recherche s'appelle EcoObjet. Juste pour recontextualiser, je vous en parlais un petit peu plus en avant, mais en gros, c'est améliorer. Oui, juste, est-ce qu'on ne prend pas un tout petit temps parce qu'il y a quelques questions déjà ou Ben on oui, enchaîne? ok. Du coup, on peut couper, et puis moi, je reprends la main dans ce cas-là. Si ça vous va? C'était une question, ça je me pense, va. à laquelle Gabriel, par le nombre d'exemples qui ont été présentés, elle est déjà répondue. La question, c'est qu'est-ce qui empêche de faire l'étude sur plus de 3 patients? Rien. Et en fait, tu as montré plein d'exemples avec plus de patients, mais On peut le faire sur autant qu'on veut. Alors évidemment, ça va dépendre
de plein de paramètres. Ce qui limite, en tout cas, nous, ce qui nous a limité à Nîmes, pardon, c'est la rareté de la pathologie, le recrutement. On a quand même des critères de jugement. Donc, malgré le fait que la pathologie est rare, on a quand même des critères de jugement pour rentrer dans l'étude, ce qui réduit encore plus le nombre de sujets qu'on peut inclure. Donc, il n'y a rien qui nous limite. On peut en mettre 20, on peut en mettre 30. Bon, après, personnellement, ça perd un peu de la valeur du skate, puisque le but, c'est vraiment de faire des mesures qui sont très patient-centrées. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. En fait, il n'y a pas de limite de sujet, mais effectivement, l'idée, c'est que le skate est quand même très gourmand parce qu'il y a beaucoup de mesures répétées. Donc, on ne va pas pouvoir se permettre de démultiplier le nombre de sujets. Après, on va vous parler du nombre de sujets quand même pour que ça rentre dans un effectif qui permet quand même l'extrapolation des résultats, mais on ne va pas viser énormément de sujets. Mais en soi, il n'y a pas de limite. Donc, disons que 3, ce serait un minimum quand même. Oui, tout à fait. 3, c'est le minimum. Ouais. Et comme disait Emmanuel aussi, effectivement, comme on a dit, il faut 2 évaluateurs qui font les mesures de façon indépendante. Donc, au niveau organisationnel, ça peut être très compliqué. Si vous avez, je sais pas, 12 patients en même temps, ça veut dire qu'il vous faut 24 évaluateurs. Enfin, voilà, ça peut être assez compliqué à mettre en place. Une question juste, alors ça c'est la mienne, mais peut-être que les personnes, parce que le temps de digérer tout ça, c'est voilà, les questions vont venir et puis Emmanuel, après dans 2-3 minutes, tu poursuivras. Par rapport au nombre de mesures répétées, est-ce que c'est pas trop contraignant pour les sujets? Enfin, d'un point de vue organisationnel, je vois bien, mais les sujets, ils adhèrent facilement à ce genre d'essai? En fait, ça dépend de la variable dépendante qu'on choisit. Comme l'a dit Gabriel, il faut trouver une mesure qui est rapide et qui permet quand même de discriminer les changements et sur lequel il n'y a pas d'apprentissage. Donc effectivement, un des problèmes majeurs qu'on a quand on conçoit un SCED, c'est trouver une variable dépendante qui ne sera pas trop contraignante pour les sujets. Et notamment, enfin, moi je l'ai illustré dans mon étude, mais ça sera des bases de vidéos d'activités que les enfants font naturellement. Nous, à Nîmes, par exemple, on a pris un critère qui est le box and block. Donc, le but, c'est de prendre des petits blocs et de les passer d'un côté de l'autre. C'est pas très contraignant parce que c'est assez rapide à faire et c'est très sensible au changement. Donc, ce type de mesure est très intéressant. Ça donne c'est très fonctionnel. Ça parle aux patients. Et nous, on a un protocole de 10 semaines de rééducation avec 2 mesures par semaine. Donc, 2 mesures par semaine, c'est pas trop contraignant à mettre en place et pour les rééducateurs et pour les patients. C'est sûr que sur certains types de mesures, à voir ce que ça peut être, mais si c'est un appareil qui fait des mesures, ça peut pas poser problème. Je vous donne un exemple assez rigolo que j'avais fait en présentation. J'avais pris mon Linky d'EDF qui fait des mesures régulières. Donc, c'est l'appareil qui fait des mesures. Et je voulais savoir si je consommais plus en heure creuse qu'en heure. Donc, mais voilà, c'est juste pour montrer qu'on peut aussi utiliser de l'appareillage en mesure répétée. Voilà, c'est pas forcément contraignant. Mais c'est très important, effectivement, le choix du critère. C'est pour ça que tout le protocole est fait en amont et que c'est du prospectif. Tout le choix des critères, il doit être basé effectivement là-dessus, sur la faisabilité. Merci beaucoup. Je suis désolée si j'ai coupé la dynamique parce que c'était super. Non, il faut pas hésiter. Pas de problème. Il n'y a aucun souci. Est-ce que du coup, vous voyez mon écran? Oui. Il y a marqué baseline, exemple de design. Donc, juste pour recontextualiser le projet, mais je vais en aller en amont parce que c'est celui-là qui va servir d'illustration. C'est un projet de recherche pour voir l'efficacité d'une intervention non médicamenteuse qui s'appelle la coop, qui permet d'apprendre et d'exécuter des gestes, des activités de la vie quotidienne d'une manière performante. Par exemple, ça peut être couper une viande difficile, attraper un ballon ou savoir faire ses lacets, par exemple. Ce sont des activités vie quotidienne. Et ça s'adresse à des enfants et adolescents qui ont ce qu'on appelle un trouble développemental de la coordination, c'est-à-dire qu'ils ont une maladresse pathologique qui font qu'ils ont beau répéter de faire plein de fois ces gestes-là, on leur a beau leur expliquer, ils n'arrivent pas à les faire. Du coup, là, vous voyez le devis expérimental. Donc, moi, je travaille sur des groupes. Là, dans ce que je vais vous présenter, il y aura 3 groupes expérimentaux. Et là, vous voyez en fait le devis pour un groupe constitué de 4 enfants.
Donc, la ligne de base, la baseline, elle est en bleu clair. Et en fait, comme je travaille en groupe, c'est-à-dire que l'intervention va démarrer en même temps pour tous les enfants, l'introduction séquentielle n'est pas dans l'intervention qui est en vert, mais au niveau du bleu, c'est-à-dire la ligne de base. Vous voyez les 4 enfants et au minimum, c'est-à-dire le dernier rentré dans l'étude, c'est l'enfant 4, qui est fait d'une manière randomisée, on en parlera un tout petit peu après. Il a 5 mesures avant le début et au maximum, l'enfant 1, qui est le premier, aura 8 mesures. Et donc, cette baseline va me permettre effectivement d'évaluer comment ça se passe sur les activités sélectionnées par les enfants et les familles avant l'intervention. On va reprendre également des vidéos. Donc, il y a une vidéo par semaine qui est prise. En bleu ciel, donc en baseline, c'est pris à la maison, notamment en visio, pour éviter à ce que les familles se déplacent au CHU de Montpellier et perdent du temps. Par contre, en vert, c'est durant les séances d'intervention, et en orange, c'est-à-dire une fois qu'on retire l'intervention, c'est également en visio à la maison. Donc, pour vous illustrer ça, je vous montre un de mes participants. Vous avez le petit code qui est là. Et donc, la variable dépendance qu'on mesure, c'est la capacité à réaliser correctement l'activité sélectionnée. Donc là, je vais vous montrer arriver à couper de la nourriture couteau-fourchette. Donc, je vais vous montrer 2 vidéos extraites au moment de l'inclusion. Donc, c'est la 3 et la 5. Donc, ça sera la ligne de base. 2 pendant l'intervention et 2 une fois qu'il y aura le retrait de l'intervention. Je vais vous montrer ça, histoire d'illustrer. Hop. Donc, j'arrête. Hop là. Voilà. J'ai préparé ma petite vidéo. Est-ce que vous voyez du coup la petite vidéo avec la pomme? Allez, c'est parti. En deux. Il y a maman qui t'enlève l'étiquette. Pas de pub. Donc là, on est à l'introduction. Donc, c'est la première vidéo que fait la famille. Et ouais, sur le fruit, c'est pas top, hein, plus. Hein. Ah, il y a Corinne. C'est parfait. C'est parfait. C'est comme ça. Ouais, vas-y, continue. Essaye de me couper un morceau de pomme. Alors, vous voyez que c'est pas facile hein, pour lui. Hein. Ah, c'est parfait. Ok. Là, on a vu la première. Très bien. Du coup, on arrive ici à la 2 semaines plus tard. En fait, hop, je lance la vidéo. Il faut juste que ça charge. On y arrive. Est-ce que du coup, tout le monde voit la... J'ai pas de retour visuel. Il faut juste me parler. C'est bon. Oui. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc là, 15 jours plus tard, donc là, c'est vraiment la nourriture qu'ils utilisent à la maison. Hein. Donc là, il faut toujours couper en 2. Donc là, plutôt le morceau de poulet, là. OK. Du coup, on passe maintenant, ça c'était la ligne de base, maintenant à l'intervention. Il faut toujours que ça charge. C'est bon. Vous voyez VLC là qui apparaît? Ouais, c'est bon. OK. Donc voilà. Donc là, on a commencé l'intervention. On se déplace un petit peu dans le temps pour la prochaine, durant l'intervention. Donc là, la consigne, c'est que les familles viennent avec du poulet très très cuit. Très caramélisé. Bien dur. Regardez bien, on va regarder comment il saisit les couverts et surtout à quel endroit il place le couteau. Bon, en général, on rigole bien. OK. Et donc après, on va voir du coup durant la phase de suivi. Donc là, il y a le retrait d'intervention. Ça se passe à la maison. Je suis prêt. On retrouve notre fameuse pomme.
Voilà. Bon, je vais m'arrêter là du coup pour prendre le pas ici. Du coup, voilà. Et en fait, pour cet enfant-là, par exemple, il y a eu du coup 20 mesures qui ont été faites avec une vidéo prise par semaine. Du coup, est-ce que tu veux reprendre la main, Gabriel? Hop, Ouais, pour la si tu suite. veux. Alors, hop. Ah, tellement pas habitué. Non. Non, c'était où? Voilà. Non, c'était pas ça. C'était où le partage d'écran? Partage. Après, il faut que tu fasses changer de présentateur. Ah, c'est Je bon, te c'est bon. nomme. Voilà, Voilà, ça y est. nickel. C'est bon. C'est pour ça. OK. Donc, la randomisation. Donc, on a dit tout à l'heure, effectivement, c'était un design prospectif, donc elle est décidée en amont. Donc, pour Gabriel, les… je crois pas qu'on voit l'écran. Ouais. Pardon? On ne voit pas On voit ton l'écran. écran. Ah, pardon. Bah alors, pourquoi ça marche pas? Pourtant, je clique dessus. Bah alors. Youpi. Pourquoi ça veut pas? Sinon, c'est pas grave. Je vais le faire moi. Si tu veux, je reprends la main et après, tu parles dessus. Ça Et va? je clique dessus, il se passe rien. Alors, attends, je tente un dernier truc. Attends, je le repasse sur toi et repasse-le moi pour voir si ça marche. Ok. Alors, attends. Je te le… Attends, j'ai sur refait. l'écran. On voit? Non, nous, Gabriel, c'est toi qui as la main. Ouais. Est-ce qu'on voit ou pas? Non. Est-ce Eh qu'on fait ben, comme ça? Je prends la main, je diffuse et tu écoute, ouais, parles? vas-y. Ben ouais, parce qu'il n'y a rien à faire. Ça veut pas. C'est pas grave. Mystérieux. Les aléas du direct. Exactement. Voilà. Elle était là. Tac. Ah, nickel. Je vois. OK. Parfait. Du coup, donc la randomisation. Donc pour les deux, la grande famille introduction-retrait, vous avez la possibilité de randomiser, donc comme à gauche, effectivement, en randomisant l'ordre de séquençage entre traitement et placebo. Ou à droite, on a dit vous randomisez la durée de la baseline et la durée de la phase B. Donc ça, c'est les deux façons de randomiser pour les designs introduction-retrait. Vas-y, je vais voir la suivante. Voilà, par bloc, par phase de durée. Pour la ligne de base multiple, donc ça, c'est ce qu'on a, c'est le dernier design qu'on a présenté. Donc en fait, vous allez avoir des statistiques qui vont vous permettre de calculer le nombre de mesures que vous allez faire dans chaque phase. Ça va remplacer en fait le nombre de sujets nécessaires. Donc on a dit qu'il fallait 5 mesures dans la phase A et au minimum et un maximum que vous définissez. Donc comme a dit tout à l'heure Emmanuel, c'était entre 5 et 8. Et donc vous avez 3 méthodes statistiques qui existent. Donc par exemple, dans l'étude qu'on fait à Nîmes, on a utilisé la méthode de Koller-Levin. Donc c'est juste pour vous donner une idée. En gros, on a 6 patients dans l'étude, on a 5 mesures minimum, 8 au maximum et 3 points de départ différents au niveau du design. Et en gros, quand vous faites les statistiques, ça vous donne 4374 permutations possibles. L'idée de ça, en fait, c'est juste pour dire, ça donne une forme de p-value. Donc, on n'est pas en train de dire que l'intervention a marché, c'est juste pour dire des résultats que je vais trouver à la fin ne seront pas dus au hasard. Parce que j'ai randomisé l'ordre dans lequel les sujets y rentrent, j'ai randomisé le nombre de mesures et les points de départ des sujets a été randomisé. Donc ça pareil, ça se fait en amont du protocole pour vérifier si ce que vous avez mis en place, en tout cas ce que vous allez trouver, c'est en tout cas ce sera dû au hasard. OK, next. Donc il y a des packages sur R pour ceux qui aiment bien les stats qui existent pour calculer cette randomisation. Donc il y a 2 packages sur R Commander et sur R. C'est juste pour savoir. Vous pouvez calculer votre fameux nombre, l'équivalent du nombre de sujets nécessaires. Ok. À toi, Emmanuel. Du coup, je reprends la main. Dans mon étude, moi, j'ai utilisé la randomisation la plus simple, la Wampole-Bourcham. En fait, en gros, par groupe, il y a 4 points d'entrée aléatoires
suivant que les enfants rentrent à la toute première session, et donc ça leur fait 8 semaines en fait de baseline, jusqu'à l'enfant 4 qui n'a que 5 semaines de minimum syndical pour être dans les plus hauts standards d'évaluation. Et en fait, pareil, c'est tiré aléatoirement quel enfant rentre à quel moment. Ça évite par exemple que je fasse rentrer en position 1, c'est-à-dire celui qui a le plus grand nombre de mesures, l'enfant qui a le plus de difficultés pour laisser plus de temps de s'améliorer, par exemple. Donc là, il y a un seul point aléatoire. Je vais reprendre la main pour vous parler un petit peu de l'interprétation des résultats. Donc, il y a deux phases d'interprétation. Une première interprétation visuelle et une deuxième qui est une interprétation statistique. Au niveau visuel, on va faire attention au différentiel de niveau entre deux phases concomitantes. On va faire attention également à la tendance des points dans la même phase et après des tendances entre deux phases consécutives, la variabilité qu'on peut avoir à l'intérieur d'une même phase et entre deux phases consécutives et les points de chevauchement. Je vais reprendre chacun de ces points, ne vous inquiétez pas. Donc, premier, au niveau du niveau. Donc là, vous voyez par exemple que sur cet exemple, on voit très nettement une différence de niveau entre les scores qu'on a à la baseline, à la ligne de base, et les scores qu'on a à l'intervention. Plus les points ici sont hauts et plus les patients sont bons. Donc, on voit qu'on a un effet très important au bénéfice de l'intervention, qui est une preuve visuelle d'un effet de l'intervention. Et effectivement, il n'y a pas de chevauchement ici, donc ça veut dire que l'intervention marche immédiatement. On va y revenir. Ici, c'est la tendance, c'est-à-dire que si jamais je calcule, je fais la moyenne des points de la ligne de base contre la moyenne des points de l'intervention, a priori, j'ai à peu près le même niveau de performance. Par contre, vous voyez que dans la ligne de base, la tendance est plutôt à la décroissance des bonnes réponses, c'est-à-dire que plus le temps passe en ligne de base et moins le patient donne des réponses correctes, alors qu'à l'intervention, plus le temps passe et plus le patient est en réussite dans ses réponses. Dans cet élément de tendance, alors que le niveau est identique, est une des preuves d'efficacité en faveur de l'intervention. Il y a maintenant la variabilité. Si jamais j'additionne les valeurs des points de la ligne de base et que je les compare à la moyenne des points de l'intervention, il ne devrait pas y avoir une grande différence. C'est-à-dire que j'ai un niveau moyen à peu près identique. Mais vous voyez par contre graphiquement qu'il y a une grande variabilité dans les réponses données en ligne de base, alors que dans l'intervention, le taux de réponse est constant. Ça veut dire que c'est l'intervention qui permet de stabiliser la performance et donc c'est en faveur de l'efficacité de l'intervention également. Dernier point, le chevauchement entre le niveau de tendance et de la variabilité entre deux phases consécutives. Vous voyez qu'ici, il y a une tendance au chevauchement. Donc, dans certaines études, notamment au niveau des médicaments en général, c'est une forme de biais d'interprétation. Dans notre domaine avec Gabriel, c'est-à-dire dans la rééducation, on s'attend à ce que les rééducations ne marchent pas tout de suite. Donc, ça peut être un effet attendu. Mais c'est un point qu'on va comparer au niveau des chevauchements au niveau des données. Pour s'aider au niveau de l'analyse visuelle, il y a ce qu'on appelle le protocole Weyort, qui est un protocole que j'utilise dans mon étude. Je vous ai mis l'adresse sur laquelle vous pouvez avoir le calculateur en ligne qui vous colore les points. Donc, il y a une coloration quand on compare deux phases côte à côte. Donc là, par exemple, il y a une comparaison entre la baseline et l'intervention. Si les points de la deuxième phase, ici l'intervention, sont verts, ces points sont strictement au-dessus du niveau moyen par rapport à la tendance de la ligne de base. S'ils sont jaunes, ils sont au même niveau et s'ils sont rouges, ils sont strictement inférieurs. Donc là, vous voyez que visuellement, sur ces graphiques, on voit rapidement les bénéfices de l'intervention et du maintien lors de la phase de retrait d'intervention, c'est-à-dire la phase de follow-up, c'est-à-dire de suivi. Donc ça, c'est un protocole qui maintenant commence à rentrer dans les gold standards pour représenter visuellement les résultats dans les articles scientifiques et pour aider. En fait, l'idée de ça, c'est que comme c'est calculé d'une manière informatique, il y a moins d'interprétation maison, c'est plus indépendant comme forme d'analyse visuelle. Après, il y a les statistiques. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a un premier résultat au niveau visuel, il est fortement recommandé de calculer des statistiques spécifiques au niveau des SCED. Souvent,
ça va être avec des échelles maison. Ça peut être comme ici, une échelle de Likert. Et puis là, on vous a mis avec Gabriel un procédogramme qui vous aide à choisir suivant votre devis expérimental et suivant le fait que vous faites plusieurs sujets en même temps ou des sujets qui sont indépendants, le type de statistiques que vous devriez utiliser. Moi, par exemple, j'analyse en fait l'efficacité en groupe. Donc, ça sera la partie bleue, c'est-à-dire la partie gauche que vous voyez sur votre écran. Et donc, vu que j'ai des résultats qui sont à peu près similaires, j'utilise une mesure qui s'appelle le Between Case Standard Median Deviation. C'est vraiment le plus robuste dans mon devis. Vous voyez qu'en fait, il y en a une tripotée. En fait, dans ce papier-là, qui est un papier vraiment qu'il faut lire, il y a une quarantaine de statistiques spéciales SCED qui existent. Vous pouvez bien sûr choisir celle qui correspond le plus à vos types de résultats, à vos interprétations visuelles et à votre devis expérimental précis. Donc, on vous met des statistiques qui sont fortement utilisées très souvent, le taux et le taux U, où les résultats sont interprétés de -1 jusqu'à +1. Dans la zone où c'est entre -1 et 0, l'amélioration, s'il y en a une, n'est pas due à l'intervention, voire il n'y a pas d'amélioration. Et les scores qui vont de 0 à +1 sont une amélioration qui est dépendante de l'intervention. Donc, effectivement, quand on teste quelque chose, qu'on a envie, c'est d'avoir un score en taux et taux U qui est le plus proche de +1. La différence entre taux et taux U est la présence ou non d'une tendance lors de la ligne de base. Si jamais il y a une tendance, il faut utiliser le taux U. Et si jamais il n'y a pas de tendance, il faut utiliser la mesure taux. Les calculateurs en ligne le calculent. En fait, quelle est la meilleure option d'après les algorithmes, c'est savoir s'il faut taux ou taux U. Une autre statistique, celle que j'utilise moi au niveau groupe, en taille de l'effet, c'est le Between Case Standard Median Deviation, qui est une mesure de groupe à travers les sujets, dont l'interprétation est similaire au D de Cohen. Donc en général, pour les reviewers, c'est assez sympa parce que c'est assez pratique, parce qu'on a l'habitude d'essayer de contrôler randomisé, où en fait, effectivement, un BCSMD inférieur à 0.2, il n'y a pas d'effet. Entre 0.2 et 0.5, c'est faible. Entre 0.5 et 0.8, c'est moyen. 0.8 et 1.30, c'est fort. Et au-dessus de 1.30, c'est très fort. Mais il y en a plein. Donc, on vous a mis avec Gabriel, effectivement, des adresses pour aller sur des calculateurs en ligne qui sont gratuits. Donc, certains qui permettent la visualisation et des premières statistiques, des calculateurs de taux et taux U, et des calculateurs également pour des mesures à travers le sujet, ici le BCSMD. Quand on veut faire une étude SCED, c'est toujours intéressant de savoir comment la concevoir. Et il y a des outils qui permettent de la concevoir. Ici, vous avez un algorithme qui vous permet de savoir déjà quel type de devis, ça c'est la première étape sur le côté gauche, quel type de devis vous devez faire, c'est-à-dire le nombre de phases et le nombre de sujets par phase. L'étape numéro 2, c'est le nombre de mesures que vous devriez avoir par phase. Donc, sans surprise, pour avoir le taux le plus fort, c'est au moins 5 points de mesure. L'étape numéro 3, c'est la fidélité intercorrecteur sur au moins entre 20 et 30% des mesures et également l'adhérence au traitement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une mesure de ce qu'on appelle la fidélité procédurale? Est-ce que vous avez correctement implémenté votre intervention? Et donc, ça s'évalue également en général sur banque de vidéos. Et puis, la dernière étape, c'est la randomisation, notamment la Walpom-Shepard que moi j'ai utilisée. Est-ce que les participants sont à l'aveugle ou les rééducateurs? Donc, en général, cet item 4, on n'y arrive pas en rééducation à l'avoir. Et par contre, l'item 5, c'est est-ce que les évaluateurs sont à l'aveugle? Par exemple, dans mon étude, les petites vidéos que je vous ai présentées, elles sont mélangées quant à l'ordre temporel. Et il y a 30% qui est également donné d'une manière randomisée, qui est donné à des évaluateurs externes. Donc, ils ne savent pas qui les évalue et à quel moment et dans quelle phase. Ça permet de diminuer fortement les biais. Et suivant les options que vous prenez, vous pouvez avoir un niveau de preuve qui va de très haut à très bas. Il y a des grilles qui vous permettent d'évaluer, donc c'est des checklists en fait, des choses qui vous permettent de savoir si vous concevez bien les choses. Donc vous avez Scribe, Spirit, Spend, Scent, la Robint. La Robint,
c'est l'échelle d'évaluation de la qualité méthodo de votre étude. L'algorithme que j'ai présenté juste ici en est tiré. Et après, vous avez des aides qui sont faits, notamment ici, là. Si jamais vous voulez faire un protocole SCED, vous avez une question de recherche et pour sélectionner le devis expérimental, vous devez utiliser le papier SPENT. Ça vous aide à sélectionner quel est le meilleur par rapport à votre question, votre population et votre variable dépendante. Après, vous devez sélectionner un devis expérimental et enregistrer votre étude et votre protocole, ce qui a été fait d'ailleurs pour mon étude. Vous collectez les données, vous les analysez pour chaque patient et à ce moment-là, vous utilisez un autre guideline qui s'appelle SENT, qui vous permet de savoir comment vous devez construire votre article pour que tous les éléments de qualité qui permettent aux reviewers de voir la qualité méthodologique de ce que vous avez fait soient présents et après, vous pouvez publier. Donc, tout ça, tout ce qu'il y a juste avant, ce sont des outils qui vous permettent de savoir soit comment concevoir, soit comment trier, soit comment rédiger votre article et à s'assurer d'une bonne qualité méthodologique. D'une manière générale, dans le Single Care Experimental Design, on a quand même très peu de patients. Il y a une certaine règle pour s'assurer de pouvoir généraliser à un ensemble de patients nos conclusions. Déjà, il faut arriver à répliquer les résultats 5 fois avec 5 groupes de patients différents. Idéalement, ces réplications sont faites par 3 équipes de recherche qui ne sont pas sur le même lieu géographique. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, c'est moi qui mène mon étude et je la réexplique 5 fois, c'est bien. Mais si jamais Gabriel arrive à reproduire ça et puis un autre chercheur qui est complètement ailleurs le reproduit, c'est que ce n'est pas dépendant du thérapeute et du lieu et de l'environnement, c'est vraiment dépendant de l'intervention. Et en tout, ces 5 réplications faites par 3 centres différents, 3 équipes de recherche différentes, devraient combiner au minimum au moins 20 patients pour être à peu près sûr des effets et de s'assurer de la validité et de la solidité des conclusions. Donc, en exemple concret, je vais vous montrer un petit peu ma recherche sur la fameuse coop en groupe pour les enfants et adolescents qui ont un trouble développemental de la coordination, c'est-à-dire une maladresse pathologique dans beaucoup d'activités de la vie quotidienne. Donc, le contexte de cette recherche, c'est quoi? C'est qu'en fait, au niveau international, pour cette pathologie, les interventions en groupe sont recommandées. Alors, pourquoi? Parce que quand on est en groupe, en fait, quand on est plusieurs patients, ça fait du bien de se sentir qu'on n'est pas seul et ça améliore des facteurs psychosociaux comme de l'anxiété, de la dépression. Ça améliore ça. Et puis, ça accélère le travail thérapeutique avec certains facteurs qui ont été étudiés, notamment ici les facteurs de Yalom. Par exemple, de s'apercevoir qu'on n'est pas seul à avoir ce type de difficulté-là. Et puis, le fait de voir que dans le groupe de patients, il y en a certains qui s'améliorent, on se dit qu'on n'est pas plus bête qu'un autre et que du coup, nous aussi, on pourrait s'améliorer. Ce qui est recommandé au niveau international pour cette pathologie, c'est d'avoir des interventions centrées sur la tâche, c'est-à-dire centrées sur les activités, comme par exemple, dans ce que vous avez vu en vidéo, arriver à couper un morceau de viande dure, couteau-fourchette. Et une des techniques de rééducation qui est recommandée, c'est la fameuse coop, c'est l'acronyme de Cognitive Rotation to the Occupational Performance. En gros, cette technique-là, c'est une technique où on va très peu demander aux enfants de faire vraiment l'activité, mais on va leur demander de réfléchir et de trouver des solutions. Et pour ça, les thérapeutes, ils vont que poser des questions. Alors bien sûr, les questions qu'on pose, c'est souvent ce qu'on analyse pour les guider peu à peu sur des solutions très personnalisées. C'est-à-dire que sur les 4 enfants que j'ai qui ont le même problème, arriver à couper de la viande avec couteau-fourchette, s'il faut, ils ne vont pas du tout trouver les mêmes solutions. C'est ça également qui est intéressant. Cette technique-là, elle a une efficacité en individuel qui est très documentée, avec pas mal de méta-analyses qui ont été faites depuis 2005. Et par contre, la modalité de groupe, ça a toujours été quelque chose qui a été investigué, mais déjà, il y a peu d'études qui sont disponibles et en général, les études disponibles, elles ont vraiment une très faible qualité méthodologique. Donc, c'est un gros impact alors que c'est recommandé. Du coup, c'est l'objectif de cette recherche, c'est démontrer l'efficacité de cette approche-là en format de groupe avec des enfants TDC. Donc, nos hypothèses, c'est que grâce à l'approche de groupe et à cette technique-là, les enfants vont pouvoir améliorer leur performance sur les activités qu'ils ont choisies. Et puis, on va améliorer également tout ce qui est généralisation, c'est-à-dire si les enfants y arrivent avec nous dans la salle de rééducation, ils y arriveront à la cantine, ils y arriveront le soir à la maison. Et ça va peut-être également améliorer des activités qui sont problématiques pour eux, mais qu'on ne va pas travailler directement en rééducation. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi en fait des séries de SCED à ligne de base multiples à travers les sujets.
Là, ce que je vous présente, c'est 3 groupes de 4 enfants qui ont entre 8 et 12 ans, qui ont un trouble développemental de la coordination. Le petit nom, c'est TDC, avec ou sans comorbidité, c'est-à-dire qu'en général, quand on a un trouble du neurodéveloppement, on a 80% de facteurs de risque d'avoir un deuxième, voire un troisième. Le recrutement s'est fait sur une liste d'attente d'enfants qui sont en attente de bénéficier d'un groupe coop, parce que c'est un groupe qu'on propose en soins courants au CHU de Montpellier. Donc, vous connaissez déjà le devis expérimental pour un groupe avec une inclusion aléatoire de 4 enfants. Donc, dans chaque séance, donc là, dans le devis expérimental, l'étude dure 23 semaines. Dans les 23 semaines, la semaine 8 à 18 est consacrée, il y a 10 séances, une par semaine, de coop. Dans chaque séance qui dure 1 heure, on travaille 3 activités. Il y a seulement 15 minutes par activité pour 4 enfants. Ça veut dire que chaque enfant va travailler pour lui-même environ 3 minutes. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais environ 3 minutes. La coop se base sur ce qu'on appelle une stratégie globale. C'est une stratégie de résolution de problèmes simplifiée en 4 étapes. Et il faut que dans ces 3 minutes par activité, il faut que les enfants utilisent au moins cette stratégie-là au moins une fois. Les autres enfants ne sont pas passifs. Ils vont regarder l'enfant qui travaille avec la stratégie globale. Ils regardent, ils réfléchissent et éventuellement, ils peuvent aider l'enfant qui, lui, qui est actif dans cette séquence. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi comme variable dépendante? C'est ce que vous avez vu. On a choisi de filmer au moins une fois par semaine, enfin, c'est pas au moins, c'est une fois par semaine les activités cibles, notamment une des activités cibles, c'est couper la viande couteau-fourchette, une fois par semaine. On va évaluer la qualité de la performance avec ce qu'on appelle un PQRS, c'est le Performance Quality Rating Scale. C'est en fait le fait d'envisager la qualité de 1, l'enfant n'y arrive pas du tout, à 10, il est super fort et il va super vite. À partir de clips vidéo, bon, bien sûr, les clips vidéo ont été mélangés et randomisés par rapport au moment pour attribuer une note avec 2 évaluateurs indépendants. Et puis, au moment d'analyser les données, on a une première phase où on va mettre par graphique les points d'évaluation de 1 à 10 sur les 23 semaines. Et puis après, en deuxième partie, on va calculer une taille d'effet individuel avec soit le taux, soit le taux U, et une taille par groupe du moment que les enfants ont choisi la même activité avec le BCSMD. Donc, voici le flow diagramme, c'est-à-dire le diagramme de flux. Donc, en fait, pour ces 3 premiers groupes, on avait 36 enfants qui étaient éligibles. On a inclus 12 enfants, 4 par groupe. Du coup, dans chacun des groupes, il y en a un déjà dans le groupe A. En fait, il y a une famille en fait, qui s'est désistée au tout départ de l'étude. Donc, finalement, il ne nous en reste que 3. Pour les autres groupes, il y en avait bien 4. Et en fait, pour les groupes B et le groupe C, finalement, le fait de prendre des lignes de base, c'est-à-dire de prendre une vidéo par semaine à la maison avant de commencer, il y a une famille dans chacun de ces groupes-là qui n'a pas pu en avoir suffisamment, c'est-à-dire pas pu avoir suffisamment, c'est-à-dire 5. Donc, finalement, on se retrouve avec des analyses de SCED, 3 par groupe, ce qui fait 9 patients, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est 3 fois plus que le minimum. Donc là, vous avez les caractéristiques de ces enfants. Donc, ce sont des enfants qui ont entre 8 et 12 ans, qui essentiellement des garçons. Le TDC touche environ 3 garçons pour une fille, à peu près. Ils ont tous un TDC diagnostiqué par une équipe pluridisciplinaire et médicale. Il y en a une grande majorité qui ont un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité associé et 2 qui ont un trouble du langage modéré. Pour l'inclusion, on mesure leur capacité motrice. Ils ont tous des difficultés motrices avec le MABC2, qui est avec des scores percentiles. Dans les scores percentiles, plus votre percentile est important et plus vous êtes bon. Vous voyez que là, les rangs percentiles sont quand même très faibles. Et sont tous des enfants qui ont des capacités intellectuelles qui sont dans la moyenne. Ils ont choisi, parce que c'est eux qui choisissent, c'est les enfants et les familles qui choisissent des activités. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités qui ont été choisies, comme manipuler les couvercles dans la vidéo, faire ses lacets, utiliser un compas, dévisser une bouteille ou étaler du beurre froid sorti du frigo, je cite. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les enfants de ces groupes-là ont choisi la même activité, celle que je vais vous présenter, c'est arriver à utiliser des couverts avec de la viande dure. Du coup, voici les résultats pour le premier groupe. Donc là, c'est couper de la viande. Donc vous voyez que pour Louisa, Nick et Yama, ce ne sont pas leurs vrais prénoms. Par contre, ce sont les patients qui ont choisi leur prénom de scène. Donc vous voyez que sur la ligne de base, pour Louisa, c'est assez stable.
donc de 1 à 10, hein, là c'est les scores PQRS, plus les points sont hauts et plus les enfants sont forts. Il y a la tendance qui est dessinée avec une ligne rouge projetée sur la phase d'intervention avec des pointillés. Donc vous voyez qu'ici, Louisa est stable et vous voyez que quand même rapidement on voit une amélioration et une stabilisation lors du retrait de l'intervention au bout des 10 séances. On voit que chez Nick, par contre, on a une tendance à la péjoration, c'est-à-dire plus le temps passe, moins il y arrive à la maison. Et très rapidement, on voit une amélioration qui est avec une phase de maintien. Et que pour Yama, la dernière, les compétences sont assez faibles, assez stables. Tout de suite, ça marche pour elle et ça stabilise. On a les mesures individuelles, vous vous rappelez, donc le taux Etoyu, ça va de -1 à +1. Des taux qui sont à 0,51, 0,65, 0,73, donc c'est un effet fort, individuel, et un BCSMD qui s'interprète comme un dé de Cohen, au-dessus de 1,30, c'est très fort, et là, c'est un score de 1,33. Le groupe B, donc là, on a 3 autres enfants. On voit que pour Nono et Chris, qui ont tous les deux une tendance à la péjoration, ben, ça marche très vite, très bien, et il y a toujours la stabilité, avec des Toyu, puisqu'il y a une tendance qui sont à 0,72, 0,67, ça marche très fort. Par contre, on a le dernier, Darius. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'il y a une tendance à l'amélioration en ligne de base. En fait, ses parents et Darius se sont entraînés sur cette activité, ils n'ont pas pu attendre l'intervention. Et en fait, on voit que ben, du coup, il reste dans ta pente d'amélioration. Par contre, effet intéressant entre la phase d'intervention et la phase de suivi, c'est que autant c'est assez variable, sauf en fin d'intervention, il y a une stabilité qui est retrouvée dans la phase de suivi. Du coup, son Toyu est assez faible. Donc là, un 0,24, ça montre que l'intervention marche un peu. Et elle marche un peu sur la variabilité. C'est ce qui diminue le BCSMD à 0,48, où l'effet ici est moyen. En fait, c'est à cause de Darius qui contamine les données, c'est normal. Et puis là, le dernier groupe, le groupe C. Donc là, vous voyez qu'il y en a 2 ici, Amir en haut et Noam en bas ici, qui ont une tendance à la stabilité. Ils ont les mêmes patterns, hein, une amélioration de leur performance qui se stabilise en suivi. Et puis Chelsea, qui elle a une tendance à la péjoration. Et pareil, on a les mêmes patrons d'amélioration avec des taux et Toyu qui sont importants, de 0,61 à 0,73 et un BCSMD de 1,42, ce qui veut dire que ça marche très fort. Du coup, quand on regarde les activités suivant qu'elles ont été améliorées ou non pour les faire d'une manière synthétique, sinon ça ferait énormément de graphiques, on voit que quasiment toutes les activités ont été améliorées, sauf pour 2 activités qui se sont améliorées, mais dont les résultats ne permettent pas que ce soit imputable à la technique, à la coop, qui sont les lacets et shootés pour Noam. Noam, en fait, c'est le petit garçon que je vous ai présenté en vidéo tout à l'heure. Voilà, donc en discussion, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant de ces premiers résultats sur cette première activité? Les autres activités suivent à peu près les mêmes, mais je n'aurai pas le temps maintenant de tout vous montrer. Que la coop, visiblement, est efficace en modalité de groupe, c'est-à-dire que les enfants peuvent acquérir des activités qu'ils ont choisies avec des tailles des effets larges en individuel et en groupe. Ça, c'est assez cohérent avec les premières études sur l'effet groupe avec cette technique-là qu'on a, mais avec des faibles qualités méthodologiques. Et un autre effet qui est intéressant, et c'est ça que permet également les SCED, c'est qu'en général, les enfants qui sont répondants à cette intervention-là, ils sont répondants au plus tard à la 4e session d'intervention. C'est-à-dire que si jamais ça doit marcher, ça va marcher assez vite. Assez vite, on va savoir si la coop est efficace ou non pour les enfants. Les futurs d'analyse vont s'intéresser sur tout ce qui est génération et transfert, sur les activités notamment non entraînées, et on va faire des études notamment qualitatives sur les entretiens de sortie pour voir comment ce qu'en dit de l'expérience vécue par les enfants et par les parents, parce que les parents sont invités à participer à certaines séances, pour voir est-ce qu'il y a des facteurs thérapeutiques de groupe qui ressortent. Dans nos premières analyses, les 3 grands facteurs qui ressortent du vécu des enfants, c'est le fait de se sentir pas seul, d'avoir la pathologie, le fait de voir que les copains s'améliorent et que donc ils se disent que chez eux c'est possible, et donc de retrouver un peu d'espoir. Et le 3e, c'est de pouvoir enfin donner de l'aide à quelqu'un et pas être toujours celui qui bénéficie d'aide. Au final, pour conclure, avant de recevoir peut-être des compléments au niveau de Gabriel et puis également de pouvoir avoir la possibilité de répondre à vos questions, ce qu'on peut dire, c'est que le SCED est une analyse qui
permet de voir en détail comment, à travers le temps, une intervention intervient sur certains individus en particulier. Ça permet de voir l'évolution de l'intervention, de voir les fluctuations, et ça permet d'avoir une alternative très intéressante aux essais contrôlés randomisés dans de nombreux contextes, notamment parce qu'on ne compare pas des moyennes, on compare vraiment des mesures répétées. Voilà, je pense que du coup, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Hop. Rien à rajouter. J'ai vu qu'il y avait une question. Je ne sais pas si on répond aux questions ou pas, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur les questionnaires. Oui, oui, c'est ça. Je ne savais pas là si c'était complètement. Merci, vraiment, merci infiniment. Je pense que ouais, on reprogrammera un webinaire. En effet, il y avait des questions sur le questionnaire. J'ai demandé de préciser peut-être de faire préciser la question. C'est quand on parlait des critères d'évaluation. Je ne sais pas du coup si la personne veut poser la question au niveau, est-ce que c'est contraignant de passer plusieurs questionnaires ou est-ce qu'il faut toujours nécessairement 2 évaluateurs lorsque c'est, je sais pas, j'imagine si c'est un auto-questionnaire à mesure répétée, bon, bah, il n'y a pas besoin. Voilà. Si c'est un auto-questionnaire, enfin, la réponse, ça ne change rien. De toute façon, les évaluateurs doivent être, quoi qu'il arrive, 2. Ils doivent faire 20 à 30%, même si c'est l'évaluateur qui donne un questionnaire et le questionnaire est un auto-questionnaire. Après, peut-être la question était sur la problématique des questionnaires sur l'apprentissage. Enfin, une des études que j'avais montrées, effectivement, ils avaient pris par exemple le TSK, qui est le Temp Scale for Kinesophobia. C'est un auto-questionnaire sur la peur de bouger. Donc, c'est quand même utilisé, c'est quand même publié. Dans l'étude qu'on fait à Nîmes, il y a effectivement un biais. C'est un des questionnaires qu'on utilise, un questionnaire de qualité de vie. C'est le Q5D3L, en tout cas, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Effectivement, je pense que ces questionnaires a un phénomène d'apprentissage. Le patient, on fait 20 mesures, donc je pense qu'à la 10e mesure, il connaît tout à fait la réponse qu'il a fait au questionnaire précédent. Donc, je pense que ça reste intéressant le format questionnaire parce que c'est habituel et c'est ce qui est publié. Donc, les reviewers ont l'habitude de voir ces questionnaires-là. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit le critère principal d'évaluation qu'on puisse utiliser. Je pense qu'il faut vraiment un critère qui soit très, voilà, très peu patient dépendant. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Du coup, moi, pour compléter, par exemple, dans mon étude, là, je ne l'ai pas présenté, mais j'utilise également des questions de satisfaction et de qualité de vie. Mais je n'ai pas choisi de les faire en mesure répétée pour les effets de contamination. Non, je fais que du pré-post. Parce qu'en fait, en tout, dans mon étude, il y a 5 groupes de 4 enfants. Donc, du coup, je préfère des petites stats sympas. Mais j'ai jugé que c'était trop contaminant en effet répété. Après, c'est des choix, hein. Mais vaut mieux une mesure, effectivement, enfin, la variable dépendante principale, c'est ça, je trouve, moi, le plus dur en SCED, c'est de trouver une mesure qu'on peut répéter, qui est rapide, qui est sensible et qui n'est pas trop sujette, justement, à l'effet de répétition, test-retest. Mais en tout cas, pour ma pathologie, par exemple, les TDC, ils ont beau répéter, parce que là, vous comprenez bien que couteau-fourchette, ils le font depuis des années, plusieurs fois par jour, et c'est pas pour ça qu'ils s'améliorent. Donc, en fait, c'est parfait. Les activités, je sais qu'il n'y aura pas d'amélioration attendue, en tout cas en pente. Par contre, que de temps en temps, ils y arrivent et de temps en temps, ils n'y arrivent pas, ça c'est très attendu dans cette pathologie-là. Donc, effectivement, l'effet sur la variabilité, c'est un des éléments, parce que cette pathologie est comme ça, qu'on attend d'une intervention efficace. De manière générale, les vidéos, c'est très bien. Il y avait juste un tout petit peu de bruit chez moi. Est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour être… Parce que voilà, je pense, bon là, c'est vrai que vous avez été rapide. Je pense que vous avez beaucoup de remerciements là dans les commentaires. Voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez Gabriel, tu y vas? Moi, je pense que c'est la même qu'on a fait tous les deux. En fait, c'est une formation qui est donnée par l'université de Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, ouais. Avec le docteur Krasny Passini. Ça dure, c'est 3 jours, je crois, c'est ça? 2 jours, voilà. Alors, ces 2 jours, c'est assez intense, hein. Mais c'est vraiment, enfin voilà, c'est complet, c'est très très bien. Enfin voilà, mais c'est vraiment conseillé. Et le deuxième conseil, je pense, c'est aussi s'entourer de méthodos qui connaissent un peu le principe du SCED, parce que
c'est pas habituel au niveau statistique, c'est pas habituel au niveau des interprétations graphiques, etc. Donc, il y a des habitudes de recherche qu'on a dans les designs habituels. Et on peut, enfin moi en tout cas, c'est mon cas, j'étais un peu perdu, savoir par quoi commencer, comment faire. Voilà. Donc ça peut être pas mal de se faire accompagner par des méthodes. Et pareil, moi j'ai suivi la même formation et du coup dans notre service, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une de nos biostatisticiennes qui est partie avec moi en formation. Comme ça, on a été deux à être formés en même temps pour acquérir les compétences. Et vraiment, je pense que cette formation, elle est vraiment, enfin moi, je la conseille vivement. Elle m'a fortement aidé. Après, il y a plein de guides, il y a plein de choses, mais c'est quand même un peu aride quand même. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On n'entend t'entend pas, Sophie? On t'entend pas, Sophie? Non, t'entends pas. On t'entend toujours pas. On a l'impression qu'avec cette présentation, tu es resté sans voix. Avec les mains. Il n'y a pas de son. Non. Sophie, on t'entend pas. Ça Peut-être que illustre tu as l'interprétation de la vidéo. Ouais, Ah, pardon, oui, on m'entend pas du tout. C'est bon. Oui, je disais que les webinaires étaient diffusés en replay, donc seraient accessibles et que ça fera, voilà, je pense qu'il y aura pas mal de vues, d'autant qu'on était déjà 60 connectés là aujourd'hui, donc ça c'est vraiment très très bien. Et voilà, je ne sais plus du coup si vous m'avez entendu pour dire que c'était super de vous être rencontrés et puis d'avoir animé comme ça ce webinaire, que vous aurez peut-être des projets futurs ou de cours ou je ne sais pas quoi. Oui, clairement, ça a permis une belle rencontre et du coup, on compte bien effectivement pouvoir collaborer ensemble plus tard. Ok, et ben un grand merci et pour les participants aussi. Le prochain webinaire sera organisé le 17 septembre à la même heure et ce sera la thématique, ce sera la recherche en pédagogie dans le périmètre des soins. Un grand merci à Je vous. crois qu'avant de terminer, si jamais on a 2 secondes, Sophie, Oui. je pense qu'on a encore un QR code à montrer. Ah oui, allez-y, il reste encore des participants connectés, un grand nombre, 48, donc allez-y. Alors c'est le même que tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. C'est le même que tout à l'heure. Alors attends. C'est celui du début. Ah oui, c'est vrai. Merci, j'avais oublié. Est-ce que vous le voyez ou pas? Ah, mais on va pas voir les résultats. Pourquoi vous ne verrez pas les résultats? Parce que c'est moi qui les vois Oui, sur mon écran et que j'arrive pas à le partager. Tu nous les commentes à l'oral. Je vais les commenter. Tu le commentes, tu es un très très bon commentateur, Gabriel. Oh là là. Donc la première question, c'était quel est le nombre de sujets nécessaires pour prouver l'efficacité d'une intervention? Donc là, effectivement, on a pas mal de personnes qui… donc tout à l'heure, c'était au coude à coude entre le 50 et le 3. Et là, c'est au coude à coude entre le 3 et le 5. Et effectivement, pas mal, ça change. Donc on voit qu'il y a eu un petit changement de paradigme. C'est plutôt pas mal. Parfait. Attention, le 3 reprend la tête. Le 3 reprend la tête. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas en direct, mais c'est rigolo. 60% pour le 3, 40% pour le 6. Ok. Super. Ok. Allez, dernière petite question, comme ça on ne vous prend pas trop votre temps. Et du coup, la dernière question, c'était Ah mince, je me suis… Ah zut. Le plus haut niveau de recherche clinique quantitative, mais je pense que c'était pas le bon. C'était pas le bon. Non. Je me suis trompé de question. Oubliez. Ça reste le même.
Mais bon, je me suis trompé dans le. Mais bon, c'est pas grave. On a eu la version d'avant qui était le nombre de sujets nécessaires. Donc au moins, on a passé un petit message, c'est chouette. Exactement. Et puis ouais, on avait fait un petit mind mapping sur voilà, comment se repérer un peu dans le SCED avec les idées principales. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir en parler. Donc, c'était quand même super appréciable. Et puis merci beaucoup, Sophie et puis Jean, d'avoir organisé ces séminaires. C'est quand même génial de pouvoir avoir ça à disposition. Et pareil, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités, de nous avoir permis de partager une petite partie de notre travail de recherche. Et voilà, on espère que ça vous a inspiré, que ça donnera de futurs beaux projets. Et puis, voilà, merci beaucoup. Merci à tous les participants et les participants.